à mon tour de me féliciter que nous puissions débattre en séance ce soir de la proposition de résolution européenne sur les progrès de l'union bancaire et économique qui a été présentée devant notre commission des affaires européennes par Christophe Caresche, Didier Quentin et Michel Arbillon le 18 décembre dernier et qui a été adoptée à l'unanimité. C'est quand même toujours intéressant de le rappeler. Notre commission a déjà eu l'occasion cet été de donner notre conception de l'approfondissement de l'union économique et monétaire dans une résolution qui, je le souligne, demeure toujours d'actualité. Avec le texte qui nous est proposé ce soir, il s'agit donc de tenir compte des évolutions intervenues ces 7 derniers mois. Je me concentrerai par conséquent sur l'union bancaire, qui avance à grands pas, ainsi que sur l'intégration économique dont la mise en œuvre semble plus difficile. Christophe Caresche vient de le souligner. Donc d'abord l'union bancaire qui constitue une des réponses essentielles à la crise financière apparue en Europe en 2007. Je veux en premier lieu saluer le rythme de sa mise en place. Sa mise en œuvre doit beaucoup à l'action du gouvernement, que je me permets de saluer ici. Décidée par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, l'union bancaire progresse. Son premier pilier, le mécanisme de surveillance unique, sera ainsi pleinement opérationnel le 4 novembre prochain, après la revue de la qualité des actifs bancaires et les tests de résistance qui seront dirigés par la Banque centrale européenne en collaboration avec l'autorité bancaire européenne. Et à cet égard, je me réjouis que ce soit une femme, une Française, Danielle Nouy, qui prenne la tête du nouveau superviseur européen. Le second pilier, le mécanisme de résolution unique, est, quant à lui, en voie de finalisation. Après l'accord trouvé au Conseil du 18 décembre dernier, les trilogues ont commencé au début du mois avec comme objectif d'aboutir à un accord d'ici à la fin du mois de février. Les positions du Conseil et du Parlement européen sont très divergentes, mais je ne doute pas que le mécanisme de résolution unique se concrétise malgré tout rapidement. Il en va de la crédibilité de la zone euro. La France a toujours porté, me semble-t-il, une position claire et forte sur l'union bancaire. Je me permets de m'en féliciter. Toutefois, je m'inquiète du compromis insuffisant trouvé au Conseil du 18 décembre dernier. Il est ainsi incompréhensible de retirer du projet de règlement en cours de négociation la question des modalités de constitution du Fonds unique de résolution. La France a choisi de ne pas s'opposer à cette solution qui ne nous convient absolument pas. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix ? A-t-il été convaincu par les arguments juridiques de l'Allemagne ? Je sais bien que l'attelage franco-allemand essaie de repartir à grande vitesse, mais tout de même, est-ce le prix à payer ? Ceci contre l'avis des services juridiques du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne. Ça fait quand même beaucoup d'avis divergents. J'en reviens maintenant aux deux jambes sur lesquelles repose le mécanisme de résolution unique, l'autorité et le fonds de résolution. Je ne vous cache pas que je suis inquiète de l'architecture retenue par le Conseil pour l'autorité de résolution unique. Pour être efficaces, les décisions en matière de résolution bancaire doivent être prises rapidement. Or, c'est, me semble-t-il, une véritable usine à gaz qui est conçue par le Conseil. J'ai beau être écologiste, ce n'est pas de ce gaz-là dont nous avons besoin, me semble-t-il. La proposition initiale de la Commission européenne était déjà très complexe, mais présentait l'avantage d'une prise de décision rapide. Le Conseil a réussi à encore complexifier ce dispositif avec l'intervention du Conseil dans le processus de résolution et l'introduction de règles de vote différenciées au sein des deux formations du comité de résolution. Pour paraphraser Martin Schulz, vous voyez que mes sources sont précises, ce n'est pas une autorité unique de résolution qui est ainsi proposée par le Conseil, mais plutôt une autorité multiple de résolution. Ce nouveau mécanisme soulève beaucoup de questions en termes de rapidité, d'efficacité et d'indépendance. La formule proposée par la Commission européenne présentait le mérite de la simplicité, même si elle devait être améliorée afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. Ne perdons pas de vue les objectifs de simplicité et d'efficacité, seuls à même d'assurer la crédibilité du dispositif. J'en viens maintenant à la seconde jambe du mécanisme de résolution unique, le fonds de résolution. Là encore, la formule prévue par le Conseil est extrêmement complexe, avec une mutualisation progressive des fonds de résolution, alors que la logique européenne plaide pour une mutualisation immédiate. En outre, le compromis du Conseil laisse planer de forts doutes sur les mécanismes de sécurité financière, les fameux backstop dont a parlé Christophe, qui interviendront si la mobilisation du fonds de résolution s'avère insuffisante. Ce rôle ne devrait-il pas revenir au mécanisme européen de stabilité ? J'en viens maintenant au troisième pilier de l'union bancaire, le système unique de garantie des dépôts, qui reste lettre morte.
Quelles actions entendez-vous mener, Monsieur le Ministre, pour faire avancer ce troisième chantier destiné à parachever l'union bancaire? Enfin, l'union bancaire est indissociable de la question de la séparation des activités bancaires. En France, la réforme bancaire que vous avez menée marque un réel progrès. Elle risque toutefois d'être mise à mal par la proposition de la Commission européenne, la dernière en tout cas qu'elle vient de présenter. Les objectifs poursuivis ne semblent pas tout à fait les mêmes. Comment entendez-vous, Monsieur le Ministre, là aussi, les réconcilier? S'agissant de l'union économique, je veux ici redire combien la prise en compte de la dimension sociale des politiques économiques est importante. Les échanges que nous avons eus à Bruxelles la semaine dernière dans le cadre de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union l'ont confirmé. De ce point de vue-là, tous les parlementaires de tous les pays sont plutôt sur la même longueur d'onde. Donc s'il doit un jour voir le jour, l'instrument de convergence et de compétitivité, inscrit à l'ordre du jour de chaque Conseil européen depuis près d'un an maintenant, sans réelle avancée, doit avant tout être conçu comme un outil au service de l'emploi. S'il doit être soutenu, ce sera surtout pour mettre en place un mécanisme de solidarité qui devrait permettre de préfigurer un budget propre à la zone euro. Nous resterons très vigilants sur ce sujet. Vous avez bien entendu le rapporteur, Monsieur le Ministre. Enfin, pour conclure, je voudrais rappeler qu'il faut assurer la légitimité démocratique de l'ensemble des nouveaux mécanismes mis en place au sein de l'Union économique et monétaire. Pour cela, il faut y associer pleinement les parlements. C'est vrai pour différentes étapes du semestre européen, c'est vrai aussi pour le mécanisme de résolution unique. À cet égard, je me félicite de voir que plusieurs des demandes que nous avons formulées pour améliorer le contrôle des parlements nationaux dans le cadre du mécanisme des résolutions uniques ont été prises en compte dans le texte adopté au Conseil. Je salue tout particulièrement l'action du gouvernement à cet égard. Le trilogue avec le Parlement européen pourrait toutefois être l'occasion d'amender le texte afin de prévoir 3 dispositions auxquelles nous tenons tout particulièrement. La transmission du programme de travail du comité de résolution aux parlements nationaux dans un objectif de bonne information. L'obligation pour le comité de résolution unique de coopérer à toute enquête du Parlement national. La possibilité d'auditionner le représentant de la Commission européenne si celle-ci était amenée à exercer un pouvoir décisionnaire dans le processus de mise en résolution. Et croyez-moi, la Commission résiste dans ce domaine-là. Je vous remercie donc, Monsieur le Ministre, de la diligence dont vous voudrez bien faire preuve à cet égard dans le cadre du trilogue pour que ces 3 propositions soient prises en compte. Au vu des améliorations déjà apportées à la rédaction de l'article 42 du projet de règlement consacré aux parlements nationaux, je ne doute pas que vous obtiendrez gain de cause. Je crois que nous avons tous des causes communes et que la résolution vous aidera, Monsieur le Ministre, à prendre ces décisions. Je vous remercie. Merci, collègue. La proposition de résolution européenne sur les progrès de l'union bancaire constitue sans aucun doute une avancée significative sur le chemin du contrôle de la finance aveugle et dévastatrice, avec un objectif global qui est de briser le lien entre crise bancaire et dette souveraine, pour que crise bancaire ne rime plus avec crise économique. C'est une réponse nécessaire, ambitieuse, à la crise économique et financière dans l'Union. Cette proposition était très attendue depuis la crise de 2008, qui a emporté l'économie occidentale dans la dépression et les peuples dans de graves difficultés, et encore un peu plus depuis la crise chypriote, survenue au cours de l'été 2013, alors que notre Assemblée adoptait une résolution sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire, appelant de ses vœux la mise en œuvre rapide et efficace du mécanisme de surveillance unique et la nécessité d'instaurer une coordination des politiques économiques et sociales au niveau européen. Une crise chypriote au cours de laquelle on aura pu mesurer l'impréparation de la communauté européenne, alors que les 4 années qui s'étaient écoulées depuis la grande crise de 2008 auraient pu permettre plus de pertinence dans la réponse. Une Europe qui, tel l'apprenti sorcier, semblait vouloir infliger un terrible remède aux petits épargnants chypriotes. Nous nous sommes satisfaits de constater qu'en quelques mois, de véritables avancées ont eu lieu. Nous savons que le gouvernement français a porté une position et une parole claires et fortes sur l'union bancaire. Cette résolution constitue un complément indispensable
au processus de contrôle et de résolution que nous avions ébauché dans la loi bancaire française. Elle revêt d'autant plus d'importance que la séparation des activités de crédit et de dépôt n'a pu être adoptée. Nous restons convaincus qu'une véritable union bancaire ne peut être complète sans une réforme ambitieuse des structures bancaires, à savoir une séparation avec une barrière étanche entre les fonctions d'investissement et de dépôt des banques. Alors que le commissaire Barnier avance dans une direction qui s'en rapproche, en privilégiant une référence au danger d'une activité plutôt que la référence à l'utilité de cette activité pour l'économie, et que le rapport Liikanen est encore dans nos esprits. Je sais, j'aurais adressé au ministre Moscovici, mais effectivement il est retenu en Franche-Comté, que vous n'êtes pas favorable à cette évolution. Aussi, il me paraît nécessaire, c'est peut-être difficile de poser la question ce soir au ministre Hamon, mais d'avoir des explications sur ce sujet, sur les propositions qui sont faites par le commissaire Barnier. C'est notamment en raison de ce point de faiblesse, l'absence de séparation nette, qu'il est crucial de mettre en place les outils qui conduiront les établissements bancaires à une gestion plus saine et plus sûre. Cette résolution est construite sur 3 fondements pour autant de piliers: la transparence, la responsabilité, la protection. La transparence sera exercée à travers le premier pilier, celui de la surveillance et de la supervision par la BCE. C'est une avancée considérable. Nous aurions souhaité qu'elle soit ouverte aux 28 et non centrée sur la zone euro, ce que ne peut faire la BCE, qu'elle contrôle toutes les banques et pas seulement les plus grandes, qu'elle donne au Parlement un pouvoir de contrôle, qu'elle puisse intervenir à tout instant, notamment le week-end. Les choses pourront évoluer, nous l'espérons. Alors que le montant des produits dérivés a retrouvé et même dépassé le niveau d'avant-crise de 2008 et que nombre de banques n'ont sans doute pas encore tiré toutes les leçons de la crise de 2008, on mesure l'intérêt de la supervision. Malheureusement, quand on chasse le naturel, il peut revenir au galop, surtout quand on se sent invincible, ou en tout cas too big to fail. L'évaluation à laquelle seront soumises les banques et le contrôle qui sera mis en œuvre par la BCE a justement pour objectif de rappeler que certains comportements ne sont pas acceptables, notamment quand ils font courir des risques à l'ensemble de la société. Le deuxième pilier repose sur la responsabilité et se traduira par une disposition essentielle destinée à réduire l'aléa moral et le sentiment que beaucoup de banquiers ou traders ont pu entretenir qu'ils pouvaient gagner, quelle que soit la situation. C'est l'obligation de recourir au renflouement interne avant que n'intervienne le renflouement externe, avec une hiérarchisation précise retenue pour protéger les États et le contribuable, mais aussi le petit épargnant. Les écologistes se félicitent tout particulièrement de la mobilisation des créanciers seniors dans le cadre du buy-in, après la mobilisation des actionnaires et des créanciers juniors. C'est une disposition que nous avions fortement soutenue dans le cadre de la réforme bancaire et que nous sommes satisfaits de voir introduite au niveau européen. Le ministre Moscovici, à l'époque de cet amendement, nous avait demandé un peu de patience. Nous l'avons écouté, nous ne sommes pas déçus, je crois qu'il faut le dire. Parfois, les promesses ou les engagements ne sont pas toujours suivis des faits. Là, c'est le cas et je crois qu'il faut savoir le dire. Donc, nous ne regretterons pas d'avoir été patients sur ce point. De la même manière, les écologistes se réjouissent du fait que les épargnants soient protégés à hauteur de 100 000 €. Cette harmonisation qui avait été prise en séance de rattrapage dans le cas chypriote nous semble juste et nécessaire. Nous disposerons ainsi d'un mécanisme qui permettra, le cas échéant, de gérer les défaillances bancaires de manière ordonnée en évitant la contagion à d'autres établissements. En termes concrets, si ce mécanisme avait existé avant 2008, il aurait sauvé toutes les banques en difficulté à 6 exceptions près, sans intervention publique. Enfin, reste à assurer la protection des épargnants de manière certaine et la finalisation du système unique de garantie de dépôt qui doit se traduire dans le 3e pilier, mais je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été largement développé. Globalement, il semble que l'architecture globale du projet puisse être améliorée. L'union bancaire devrait, à ce jour, faire intervenir un grand nombre d'acteurs, BCE, Conseil de résolution, Commission européenne, ainsi que l'autorité nationale, et établir des procédures ne permettant pas une prise de décision rapide. À ce stade, manque effectivement la réactivité en complément de la transparence, de la responsabilité et de la protection.
Notre objectif à moyen terme doit être de permettre la structuration d'une union bancaire plus efficace, mais aussi plus démocratique. Je pense évidemment au Parlement européen, qui doit être davantage associé aux décisions prises dans le cadre de cette union. Malgré ces quelques bémols, le groupe écologiste apportera tout son soutien à cette résolution. De même, il votera en faveur des amendements proposés par Karine Berger, qui vont notamment vers davantage de transparence, renforcent le filet de sécurité et précisent le rôle supranational et la mutualisation de la garantie. Il tient également à souligner, le groupe écolo, que dans cette négociation, la France a sans doute été la plus progressiste. Et vous savez, Monsieur le Ministre, je m'adressais à Pierre Moscovici, mais à Benoît Hamon également, que vous pouvez compter dans cette Assemblée sur une majorité combative sur ce sujet. Et je pense qu'elle aide aussi les ministres quand ils partent en croisade parfois à Bruxelles. Donc une France progressiste, disais-je, même si elle n'a pas réussi à endiguer les demandes clairement anti-européennes du gouvernement allemand. En ce qui concerne la coordination des politiques économiques, de la même manière, nous rejoignons l'esprit de cette résolution. Les écologistes ont été toujours favorables à plus d'Europe, une Europe plus politique, plus solidaire. Néanmoins, nous restons également vigilants sur la forme que prendront les instruments de convergence et de compétitivité. Il est en effet essentiel qu'ils prennent en compte l'ensemble des politiques nécessaires à la création d'emplois. Ils ne peuvent être un nouveau moyen de contrôler les États et de les astreindre à moins d'investissement et plus d'austérité. De même, il nous semble essentiel que la coordination des politiques sociales se fasse dans un même temps que la coordination des politiques au niveau européen. Nous nous réfugions trop souvent derrière le fait que la politique sociale relèverait de la politique nationale, alors que sous couvert d'impératifs économiques, la Commission a des exigences en matière de réforme du système de retraite, par exemple, ou de l'assurance chômage. Il est temps que l'Europe que nous construisons ne soit plus uniquement économique, mais que se construise une protection sociale européenne, mettant un terme à la course au moins-disant social que certains essaient d'instaurer en Europe. Moi, je vous remercie. Merci.